Bonjour à tous, Mathieu Bourgoin de EXP Realty avec vous aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de questions de personnes qui me demandaient comment ça marche la Floride, les gestionnaires immobiliers, comment ça marche, la différence entre la côte ouest et la côte est. Il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs questions qui sont posées. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Martin et Natacha qui sont directement en Floride. Ben écoutez, aujourd'hui, j'ai invité ces deux personnes-là qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances. On va être capable de démystifier quelques petites questions que vous avez avec l'investissement immobilier en Floride. Alors, petite première question, expliquez-nous votre parcours. Martin, peut-être tu peux commencer. Oui, je peux commencer, il n'y a pas de problème. Écoute, mon parcours, dans le fond, c'est simple. J'ai toujours été un entrepreneur depuis que j'ai 22 ans. J'ai toujours été intéressé par l'immobilier, tout plein de domaines. À 21 ans, j'ai acheté mon premier condo. Par la suite, j'ai développé des compagnies de construction, que ce soit dans la toiture, que ce soit entrepreneur. J'ai eu une théorie dans le commercial et industriel. Donc, je m'y connais quand même beaucoup dans la construction. C'est pas la même chose ici, les normes sont différentes. Mais j'avais de l'intérêt vers l'immobilier, j'ai eu des bars, j'ai eu plein d'autres choses. Mais c'est ça, j'ai toujours été un entrepreneur. Puis par la suite, on m'est arrivé avec, justement, la Floride est arrivée dans mon assiette. Puis j'ai dit, bon, ben regarde, pas de problème, c'est intéressant. J'ai contacté, j'avais de l'intérêt. Ma nièce, je savais que je la suivais sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est quand même très présente par rapport à son commerce et ses choses. Puis, j'ai senti qu'il y avait un intérêt X envers la Floride. Elle, c'est plus Walt Disney, moi, un peu moins. euh, c'est pour ça que je l'ai approché. Je dis, écoute, Natacha, j'ai quand même des sous, je serais porté à investir, mais il y a des choses côté administratif que j'aime pas. J'aimerais ça, je sais que tu as quand même fait un bac et tout ça. Donc, j'ai approché Natacha, c'est le même que ça a commencé, puis on est arrivé en Floride, on s'est lancé les deux pieds joints là-dedans. Ça a été un parcours quand même intéressant. Beaucoup d'apprentissage au niveau loi Floride, les lois floridiennes, que ce soit côte est, que ce soit la côte ouest, que ce soit le centre. Il y a des choses qui changent. Puis par la suite, c'est ça, on a développé la compagnie avec mon neveu qui est son frère, ma femme et son conjoint. Puis on a eu d'autres opportunités par la suite. Mais on est des gens qui sont très allumés, très intéressés, donc on s'informe à tous les jours. Donc c'est pas mal ça. Je te dirais pas tout mon parcours de vie, parce que j'ai eu beaucoup de business. Je fais affaire au Mexique, je fais affaire au Canada. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici en ce moment. Ça me permet d'être proche aussi de mes enfants qui sont au Canada. Donc, je fais du back and forth. J'ai les associés au Mexique. Fait que je fais du back and forth en Floride, au Mexique pour l'immobilier, puis d'autres business. Donc, c'est pas mal ça, mon parcours. Très beau parcours. Ouais. Natacha? Donc, moi, en fait, j'ai un parcours un peu plus calme, si on veut. J'ai un bac en gestion des ressources humaines. Donc, jusqu'à l'âge de 27 ans, j'ai travaillé comme conseillère ressources humaines généraliste. Et par la suite, j'ai eu mon premier enfant. Donc, Tyler, il va avoir 8 ans bientôt. Et ça a complètement changé un peu mon parcours de vie. J'ai comme réalisé que le 9 à 5 n'était pas nécessairement pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de commencer du marketing de réseau. Donc, j'ai foncé pieds joints là, dans le marketing de réseau et je fais toujours du marketing de réseau aujourd'hui. Mon entreprise a pris énormément d'expansion en marketing de réseau, ce qui m'a permis justement de débuter d'autres entreprises et de commencer à investir en immobilier en 2020. Puis en gros, c'est pas mal ça. J'ai plein de petites entreprises en développement. Puis j'ai décidé d'aller avec Martin justement là pour développer la Floride. Ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire, de déménager ici en Floride. En 2020, j'ai donné mon congé de maternité, même mon congé parental à mon mari, étant donné que j'étais entrepreneur. Puis on est venu passer tout l'hiver en Floride. Puis j'ai dit à mon mari, ah, j'ai tellement la piqûre, c'est sûr que je veux comme finir ma vie ici, mais pas à 65 ans, comme bien avant, je vais trouver une façon. Puis quelques mois plus tard, Martin m'a approché pour qu'on puisse développer la Floride, comme quoi que c'était lancé dans l'univers. Puis j'ai décidé de dire oui et de foncer. Donc aujourd'hui, on est comme dans le processus de justement de s'intégrer, s'installer temps plein ici. Donc voilà un peu mon petit parcours. C'est un beau concours de circonstances en plus. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, hey, on va aller investir en Floride, mais
souvent, c'est un projet de retraite, mais il ne faut pas oublier que la Floride, c'est pas si loin que ça non plus. Puis, il y a beaucoup d'avantages aussi à investir en Floride. Si vous avez des enfants en plus, Natacha, tout est à Disney. C'est une place pour les vacances à chaque année que vous n'avez pas besoin de payer non plus. Fait que vous êtes proche de Disney, 45 voire 25 minutes, tout dépendamment où vous êtes. Puis en même temps, ben, vous avez des revenus si vous faites la location à court terme aussi. J'aimerais juste savoir un peu là, pourquoi vous vous êtes installé. Je sais que Natacha, tu nous as parlé un peu là, pourquoi la Floride, mais pourquoi tu n'aimes pas l'hiver? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ben en fait, non, j'aime vraiment pas l'hiver. Okay. À la base, comme honnêtement, j'ai fait des prises de sang, j'ai une carence en vitamine D, donc à partir du mois de novembre, mon niveau d'énergie diminue vraiment, puis je dois prendre la vitamine D. Bref, quand je suis en Floride ou au soleil, mon niveau d'énergie est assez incroyable, puis pour moi, ça vaut de l'or. Puis pas juste ça, j'ai vraiment l'impression que quand j'habitais au Québec, comme 365 jours par année, j'avais l'impression de passer un peu à côté de ma vie pendant 6 mois. Tu sais, les mois d'hiver, les mois où il fait noir à 4 heures, les mois... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais ici, je vis l'hiver ici depuis 2020, c'est complètement différent. J'ai l'impression que je vis comme 365 jours de plaisir, puis c'est comme si c'était toujours l'été, puis l'été, on a toujours plus d'énergie, on fait plus de choses, on est plus actif. Donc, j'ai comme l'impression que je profite encore plus de la vie à habiter ici, même si c'est juste une différence de température. Mais mis à part ça, ben, on est proche de Disney, on a nos passes annuelles à Walt Disney, comme tu disais. Donc, on y va vraiment souvent. On est proche de la plage et on vient vraiment le maximiser le temps qu'on a puis profiter de la vie. Puis justement, là, toutes les belles opportunités d'affaires, le système américain est vraiment différent du système canadien. Donc, on a vraiment des belles opportunités ici. Donc, moi, c'est un peu comme toutes les raisons qui englobent, mais c'est sûr que la température joue un 80% là-dedans. Là. Oui, non, ça c'est sûr. Puis au niveau de la langue, est-ce que ça a été difficile de peut-être t'adapter, que tu es arrivé en Floride? Est-ce que tu parlais déjà anglais? T'as-tu un peu discuté avec ça? Tu t'as parlé de tes enfants. J'imagine ils doivent être quand même très, très jeunes là, présentement. Là. Mais Ouais. est-ce que c'est quoi que tu recommanderais aux gens? Tu sais, ils vont s'adapter vraiment rapidement avec l'anglais. Ben, je dirais que nous, on n'a pas eu cette problématique-là. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Mon mari Ah, aussi. Donc, mes enfants, Tyler est en 2e année, il allait déjà à l'école anglaise. Donc, mes enfants sont vraiment parfaitement bilingues. Donc, ça n'a pas été une adaptation, mais je suis très active et j'ai créé beaucoup de contacts avec des Québécois qui sont déménagés ici aussi. Puis je dirais que justement, les enfants s'adaptent tellement rapidement que à prendre contact là, avec les gens, là, ils m'ont tout dit que ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que les enfants s'adaptent justement à la nouvelle langue. Puis même les gens que je connais, là, ils passent un mois ici, puis l'anglais, c'est quand même une langue qui est facile, puis c'est tellement un atout majeur d'être bilingue, je crois. J'ai travaillé en ressources humaines, donc je le sais, là. Même si le Québec est une province francophone, le fait de parler anglais est vraiment, vraiment un atout majeur au niveau de l'emploi, au niveau des opportunités. Donc, je pense que ça vient juste comme faire un ajout à tout ça. Là. Mais pour nous, ça n'a pas été une adaptation, la langue. Ben, c'est sûr qu'une immersion, passer un temps X en Floride, c'est sûr que ça l'aide. Et pourquoi la Floride? Là? Vous êtes allé à Orlando, Martin est allé à Pompano Beach. Pourquoi vous n'êtes pas allé peut-être à Tampa Bay, à Jacksonville? Est-ce qu'il y avait vraiment un élément déclencheur? Pourquoi vous êtes allé dans chacune de vos villes respectives? Oui, je peux répondre pour ma part. Dans le fond, pour Pompano, il est arrivé une situation, puis j'ai fait une saisie de propriété ici, à Pompano. Quelqu'un qui me devait des sous, puis par l'intermédiaire de tout ça, moi, dans le fond, j'étais prêteur privé. Hein. Fait que ce qui est arrivé, j'ai saisi la propriété. Ben, il me l'a. C'est ça, je l'ai saisi. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que je devais aller faire les documents ici. Je pensais rester ici une couple de jours, puis blablabla. Ça irait rapidement. Mais ici, les processus de documents, c'est quand même assez long. C'est pas comme au Québec. Il y a un vibe entre le Québec et les îles. Donc, tout le monde est comme, il fait beau, on en profite, puis c'est un petit peu plus long. Fait que finalement, c'est dans le temps du COVID.
Puis, pour X raisons, j'étais dans le domaine de la santé, j'étais capable de faire venir ma femme ici en Floride. Fait que ma conjointe est venue me rejoindre. On a passé ici 3 semaines dans la propriété, puis très belle maison. On a passé 3 semaines là-bas. Puis à un moment donné, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses si on vient vivre ici à l'année? Je suis tanné d'être au Québec. J'ai fait le tour en affaires, côté personnel aussi. Je crois qu'on a le temps de développer, sauf qu'il y avait un X, c'est que ma conjointe ne parle pas anglais. Alors, moi, j'étais le contraire de Natacha. Moi, je parle anglais. Alors, ça a été un petit peu de discussion par rapport à ça. Puis, on a eu, par l'entremise d'une compagnie au Québec, une compagnie de produits de beauté du haut de gamme. Ma conjointe était dans ce domaine-là, puis on m'a demandé, ça te tente-tu de base si tu y vas? Veux-tu être distributrice de tout l'État de Floride? Elle ne parle pas anglais, il faut que je le rappelle. Donc, on est venu s'établir ici, on a développé ça, puis on est tous des partenaires, ma nièce et tout ça. Donc, ça a été une immersion complète pour elle. Par la suite, j'ai appris à apprécier Pompano. J'aime beaucoup la côte Est. Je me sens chez moi. Les gens sont gentils. Je te dirais qu'ici, sur la côte Est, en plus de l'anglais et le français, il y a l'espagnol. Parce que juste Pompano et peut-être même un petit peu plus haut, peut-être Pompano. Des fois, tu as de la misère à avoir un service en français ou en anglais. C'est latino. Fait que tu vas au Walmart, tu demandes pour une télé, puis tu dis no habla anglais. Je fais oh, OK, on est rendu là. Fait que moi, il faut que je développe l'espagnol. Ouais. Fait que c'est ça. C'est de s'ajuster, c'est le fun, c'est de sortir de sa zone de confort. Moi, ma zone de confort, quand je suis bien là-dedans, je m'en vais. Je suis quelqu'un qui aime briser des limites. J'ai toujours été quelqu'un qui a foncé dans la vie. Puis je suis content, ma conjointe m'a suivi. Ça aurait pu être différent. Mais je ne regrette en rien les moves que j'ai faits. Puis je sais que le meilleur est à venir. En ce moment, c'est comme on recommence à zéro. Tu sais, on se fait des relations, on rencontre des gens d'affaires, on développe. Puis je sens que là, en ce moment, toutes les graines qu'on a mis, ben là, c'est le temps de récolter. On est rendu là. Puis on a une belle équipe, on a du bon monde autour de nous, on s'est fait des gros contacts, autant que ce soit pour la ville de Broward, que ce soit dans le secteur où Natacha Allais qui s'est mis à Orlando. On est rendu avec vraiment du bon monde, puis ils ont vu qu'on était des gens allumés, avec beaucoup de ressources, puis ils se sont joints à nous dans le processus, fait que ça va vraiment bien. On va justement en parler de ton équipe. Là. Quel service vous offrez aux Québécois ou peu importe aux Canadiens ou aux Anglais? Vous avez une compagnie de gestion, c'est ça, mais vous avez aussi d'autres services que vous offrez aussi. Bon, je peux vous en parler. Donc, en fait, on a vraiment un large inventaire de services offerts parce que, justement, dans les 2 dernières années, on a vraiment bâti beaucoup de relations avec les gens. Donc, c'est sûr qu'à la base, on se spécialise vraiment en gestion immobilière, donc la location court terme, la location long terme, tout ce qui a trait au ménage, rénovation, relooking, décoration. Donc, vraiment maximiser les revenus possibles quant à la location court, moyen, long terme. Donc, ça dépend vraiment de ce que les gens vont miser ici. Mais à travers ça, on a aussi créé d'autres contacts. Donc, tout ce qui a rapport avec courtier hypothécaire, agent immobilier. Justement, on parlait de mon frère. Il a maintenant sa licence d'agent immobilier ici en Floride. Donc, par la suite, on fait de la location de yachts pour des événements, les voyagements de véhicules, là, Québec, Floride, la location de voitures. Donc, c'est vraiment là, très, très, très varié. On a un peu de C'est ça, tout. c'est vraiment un programme clé en main. Là, tu viens de me dire un peu, en plus, vous faites la location de camions pour les gens qui déménagent du Québec en Floride. Ça doit être quand même un peu de gestion pareil parce que tu ne veux pas guérir de quoi à tes biens non plus. Là. Ouais. Non, mais on fait des groupes qui on va se référer à des groupes qui sont quand même établis de longue date entre le Québec et la Floride. C'est des relations qu'on peut bâtir avec eux. C'est pas nous personnellement qui s'envoient qu'un camion puis on fait affaire avec des gens professionnels. Donc, je suis curieux un peu. Pardon? Combien ça coûterait environ de déplacer, par exemple, moi je suis à Mont-Tremblant, on va y aller facile, de Montréal à Orlando. Peut-être une maison, 2 chambres, plus ou moins, là, les prix que vous avez vus. Ça varie parce que depuis le COVID et l'inflation, tout joue.
Mais je te dirais qu'une maison, 2 chambres de Tremblant en Floride, tu vas parler environ. Une maison complète, 2 chambres, tu vas peut-être parler autour de 8 000 10 000 ça varie, comme je te dis, ça dépend ce que. C'est une personne qui a 2 chambres, 2 lits, ou une personne qui a 2 chambres loadées de stock, c'est différent. Ouais. C'est dur de faire un prix, dire ça coûte à peu près. Ben non, c'est parce que toi, tu es loadé de stock, puis l'autre, ben lui, il est simpliste, il n'y a pas grand-chose. Le poids va jouer pour beaucoup dans un voyage. Donc, c'est toujours des choses à discuter avec la compagnie de transport. Ben, c'est sûr qu'au moins, vous n'avez pas besoin d'avoir du neige d'hiver si vous allez en Floride, fait que ça enlève du poids, ça c'est sûr. Parle-moi un peu, là, souvent, tu as des clients qui vont arriver, qui vont faire la location long terme, la location court terme. Plus ou moins, là, les rendements, si on y va vraiment ordre général, là, pour la location court terme, là, on parle d'environ combien? Là, je sais qu'on a plusieurs secteurs, mais si on prendrait ton secteur, Martin, là, on parle d'environ combien ballpark, là, les rendements? Quand tu parles du court terme, tu parles de propriété de 4 chambres, de 2 chambres, un condo. Tu sais, ça On va varie y aller de. vraiment basique, là, 4 chambres, 2 salles de bain. Bon, mais regarde, écoute, je te dirais que par rapport aux chiffres qu'on a en ce moment, parce qu'on a une propriété de 4 chambres, 3 salles de bain qui est à nous, le rendement est très intéressant. Je te donne un exemple. Le mois de février, il y a une personne qui est venue louer la maison. Puis, il a donné, je pense que c'était 12 000 US. C'était 11 700 que ça leur a apporté à la compagnie. Puis nous, en frais fixes, à cette maison-là, on a à peu près pour 3 400 par mois. Donc, Exactement. les rendements peuvent être quand même là, vraiment intéressants. Là, dépendamment aussi, ça dépend combien de pourcentage a été donné au cash down. Il y a tellement Non, pourcentage d'intérêt. Parler avec un courtier hypothécaire, après ça, votre mise de fonds, combien vous avez mis, le quartier, il y a beaucoup de variables par rapport à ça. Mais au moins, on a quand même un bon chiffre en tête. C'est quand même très, très profitable. C'est Absolument. C'est très profitable. Si on n'aurait pas cette discussion ici. Là. Non. Puis on n'aurait pas fait la move. Puis j'ai des amis, justement, qui m'ont contacté, puis on est en train de partir dans une autre compagnie externe avec. On va rajouter d'autres argent dans cette compagnie-là. Ils s'en viennent acheter d'autres immobiliers ici en Floride parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un qui est assez à ses affaires en business. Puis ils voient que l'équipe, on voit que tout fonctionne. Fait qu'ils ont dit on veut venir investir. Je n'ai pas de problème. C'est des amis d'enfance. Donc, on injecte tout ensemble sur la côte Est. Peut-être même Orlando, on va voir. Il y a une ouverture là aussi. Je crois que les deux côtés, côte Est, côte Ouest, il y a des plus des deux côtés, des moins des deux côtés. Que ce soit le centre, parce que Orlando, c'est pas une côte Ouest, là. C'est plus le centre de la Floride. Mais oui, c'est très profitable, autant que ça peut être pas profitable. C'est une question de qui gère la maison. Nous, on est proactifs, on répond en quelques minutes à nos guests. On a fait des techniques de screening pour nos guests. On a tout monté. Ça a été des mois et des mois et des mois de pratique. Le podcast. Ah oui. Fait que, ça a été là, de la gestion et de la gestion de savoir ah, mais j'ai le droit de faire ça, finalement. Ah, mais ça, j'ai pas le droit. Ah, mais je suis capable d'aller jusque-là sur la plateforme Airbnb. Parce que tu veux quand même. Tu veux pas, tu sais, au début, tu es texté, tu as un booking, là, tu sais, hey, je le veux. OK, mais t'as-tu fait un screening de ton client? Fait que c'est de savoir ce que tu veux faire. Tu sais, il y en a qui vont dire, ben moi, c'est des bookings automatiques. OK, mais à un moment donné, ta maison, elle va être ravagée. Fait que c'est important d'avoir une bonne équipe de gestion. Le pourcentage que tu vas payer pour une équipe de gestion, ça varie énormément. Que ce soit du 10, du 15, du 25. Le 25, c'est de l'abus, on va s'entendre. Mais les équipes de gestion, c'est de gérer la business 24 heures sur 24. Nous, on est plusieurs dans le business, fait que ça permet de. Moi, je suis en train de faire ça, tu réponds. Je règle ça ici, tu vas t'occuper de la portion relation avec les clients sur les plateformes. Fait qu'on s'échange les services. C'est ce qui fait qu'on a une qualité de vie qui est quand même là. Parce que sinon, quand tu es rendu avec plusieurs propriétés, on s'est associé sur la côte ouest, ben pas la côte ouest, dans le centre, avec une personne qui est là-bas. Je ne peux pas dire son nom, je ne peux pas dire son nom de compagnie non plus, parce que je ne l'ai pas demandé. Mais ils ont 70 propriétés en gestion, puis quand ils ont su qu'on se lançait en gestion, ils nous connaissaient, ils ont dit, moi, je m'associe avec vous, je ne veux pas vous avoir dans mes pattes. C'est sûr qu'on veut faire de la business avec vous autres. Vous travaillez vraiment bien, puis vous avez du potentiel énorme. Puis c'est une compagnie qui est vraiment bonne dans ce secteur-là. Puis ça nous a flatté qu'ils disent oui de
de vouloir s'associer avec nous autres. Mais oui, il y a un profit à faire, absolument. Pour les gens à la maison, il faut vraiment faire attention. C'est un locataire, c'est un peu la même chose qu'un party manager, un gestionnaire immobilier. On doit quand même faire nos due diligence, on doit quand même faire nos recherches. Faites des entrevues aussi, parce que ça va faire partie d'un membre de votre équipe. Prenez pas le premier ou la personne qui est le moins cher. La plupart du temps, la personne qui va être le moins cher va vous offrir une moins bonne qualité. Puis par la suite, ça va affecter votre maison ou votre condo. Fait qu'il faut vraiment faire le juste milieu, puis d'aller chercher la bonne personne. Puis en plus, une des bonnes choses que vous avez avec vous, c'est que vous parlez français. Souvent, la barrière de la langue va arrêter l'investisseur parce qu'il ne veut pas parler en anglais non plus avec le gestionnaire parce que ça fait beaucoup c'est beaucoup d'informations. Les informations elles doivent être très, très précises, puis on veut parler avec la langue maternelle qu'on a aussi. Là. Mm-hmm. Absolument. Puis, tu sais, comme je vais rajouter là, à Martin ce qu'il disait par rapport à comment rendre une propriété profitable, c'est sûr que tout ce qui est relooking, décoration, d'avoir une propriété qui se démarque, nous, je pense que c'est vraiment ça qui fait notre force parce qu'on a Marie dans l'équipe qui a un œil pour la décoration, pour les idées vraiment hors normes qui vont vraiment venir apporter une grosse différence à la propriété. Les gens vont en vacances, donc ils veulent souvent. On est dans l'ère Pinterest, Instagram, etc. Donc, avoir des endroits dans la propriété qui vont être propices à des belles photos, c'est vraiment, on est dans cette ère-là en ce moment. Donc, chacune de nos propriétés, on essaie vraiment de se démarquer par ça. Puis, c'est vraiment ce qui fait notre force. C'est vraiment ce qui va faire que nos calendriers vont être maximisés, qu'on va pouvoir demander un maximum de revenus. C'est aussi toute la logique derrière le fait de monter ta propriété pour accueillir le maximum de visiteurs parce que plus que tu as de visiteurs qui peuvent rentrer dans ta propriété et dormir, plus que tu peux charger cher. Ça vient aussi ensemble. Donc, si on met un lit simple dans une chambre ou un lit double, bien, c'est sûr qu'on vient minimiser versus si on a 2 lits queen dans une chambre parce que l'espace de la chambre le permet de pouvoir mettre 2 lits queen. Donc, tu sais, c'est toutes des choses comme ça aussi qu'il faut prendre en considération pour venir maximiser les revenus. Mais voilà, donc je voulais juste ajouter cet aspect-là. Donc, d'avoir un œil extérieur, une compagnie de gestion, vraiment venir faire ce travail-là là, pour... Exactement, tu viens de toucher un bon point parce que quand je bookais mon Airbnb pour le séminaire qu'on va faire à la fin avril, c'est souvent les photos. Les photos vont vendre aussi. Si je voyais des photos qui ne m'intéressaient pas, je ne regardais même pas, je ne cliquais même pas le Airbnb. Puis Martin il en a parlé avant dans une autre discussion. Orlando, oui, c'est une belle place pour Disney World, des choses comme ça, mais il n'y a pas juste des gens qui vont venir avec la famille aussi pour Orlando. Il va y avoir des équipes de volleyball, comme Martin parlait, il va y avoir des équipes autres. Même moi, d'avoir un séminaire qui va être là en avril, par la suite, d'avoir des clients qui vont dormir dans une chambre Star Wars avec des bunk beds, c'est pas intéressant pour moi. C'est ce qu'on essaye de nous vendre au début par l'entremise de certaines personnes à Orlando. On nous a mis l'accent sur la Floride, puis moi, j'ai dû faire mon due diligence de mon côté. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai cherché. Je suis quelqu'un qui recherche toujours à savoir le pourquoi du pourquoi. Puis quand j'ai refait mes recherches, il y a un stade de baseball là-bas, il y a un stade de volleyball, il y a un terrain de volleyball international. Fait que j'ai fait, OK, c'est quoi les événements X qui se promènent à Orlando? Je te dirais que 10% de notre clientèle, c'est Walt Disney. Le reste, les golfeurs, 2 terrains de PGA autour de nous, tu ne peux pas juste mettre du Walt Disney. Tu élimines tous ces gens-là. Les gens qui viennent voir l'équipe de baseball, les gens qui vont venir pour des séminaires, des concerts de musique. On a eu des gens pour des EDM sont venus après le party. Oui, on fait le party. Mais ils viennent se reposer à la maison. Fait que Champions Gate, ce secteur-là, les gens viennent pour la famille. On a eu des mariages, on a eu des baptêmes. Ça finit plus. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais si j'écoute la personne qui veut juste me vendre Walt Disney, mets 100 000 de décoration, va me faire 50 000 dans mes poches. Oh, c'est pas grave, on va faire tu le finances. Oh, oui, mais c'est parce qu'en plus de me vendre ça, tu limites mon agenda. Fait que, puis les gens qui vont payer 1 000 la nuit pour avoir l'effet Walt Disney, comme Natacha a déjà dit, ils vont aller sur le site. Exactement. Puis aussi, il y a un point qu'on ne voit pas, là, mais la valeur de revente aussi. Si vous vendez votre propriété puis que Airbnb, c'est moins à la mode,
Ben, par la suite, vous avez quoi? 3, 4 chambres que vous avez mis 100 000 dans la propriété. Tu sais, ce 100 000 il va être bon seulement aux yeux d'un investisseur et non d'un acheteur de première maison aussi. Exactement. Fait qu'il faut faire le pour et le contre aussi. C'est pour ça Ouais. qu'il faut avoir une bonne compagnie de gestion. Puis, il faut que la personne soit capable de vous éclairer vers la bonne stratégie aussi. Parce qu'il n'y a pas juste une stratégie. Peu importe qu'on soit à Orlando, qu'on soit à Tampa Bay ou autre, ben, les personnes qui sont boots underground, les personnes qui sont sur place, c'est eux qui ont le knowledge. Puis, en parlant de knowledge, je voudrais juste expliquer un peu la différence entre la côte ouest et la côte est. Je sais qu'on a pas mal parlé de l'intérieur qui est Orlando, qui est très proche de Tampa Bay, qui est un peu dans le milieu. Mais pour les gens qui se demandent, OK, ben, est-ce que Fort Lauderdale, c'est peut-être mieux que Naples? Est-ce que c'est mieux Sarasota? C'est quoi vraiment la grosse différence entre la côte ouest et la côte est, règle générale? Ben, je vais répondre à ça, non? Je te dirais qu'il n'y a pas de. C'est un choix. Premièrement, c'est un choix. Sur la côte ouest, les réglementations pour du court terme, c'est très sévère. On s'en est rendu compte. On a voulu acheter des propriétés pendant le COVID. C'était l'enfer. On a tombé sur une bonne référence. Puis on s'est rendu compte que tu ne peux pas juste acheter et dire, OK, je vais faire du court terme. Non. Il y a des secteurs avec des permis d'hôtellerie que tu peux louer. La rue d'à côté, tu ne peux pas louer. Tu tombes dans du 30 jours et plus. Fait que c'est très, très, très contrôlé sur la côte ouest. Il faut que tu t'assures de faire les bons choix. Sur la côte ouest, tu peux avoir des maisons qui sont moins chères, qui est intéressant quand même. Aussi, c'est plus familial. On parle de Sarasota, on parle de Fort Myers. OK, c'est en train un petit peu de se rajeunir un peu, mais c'est très retraité, ces côtés-là. Donc, ça dépend de ce que tu recherches. Tu as 65 ans, tu veux te retraiter, c'est un bon choix. Mais tu te retrouves dans le Panhandle qui appelle. L'eau est moins profonde que sur la côte est. Donc, vu qu'elle est moins profonde, plus d'ouragans, pour ça que ça frappe. Ça frappe plus fréquemment sur la côte ouest que sur la côte est. Ça, c'est un côté à regarder aussi. Si tu achètes une maison au bord de mer, ça se peut que tu vives des calvaires une fois de temps en temps. Plus tu t'en vas vers le centre de la Floride, moins tu as d'ouragans. Ça, c'est une chose. Je te dirais que c'est un secteur, ils disent que le soleil est plus présent à Orlando et sur la côte ouest que sur la côte est. C'est vrai, c'est pas vrai. Moi, j'habite sur la côte est, puis j'en masse de soleil, des fois, je me cache, je suis curé de le voir. C'est ça. Fait que sur la côte est, je te dirais que les maisons sont plus chères. Plus chères, moins accessibles, donc, tu as une niche un peu plus particulière, donc tu peux louer plus cher. Plus difficile au niveau des permis, pas sur les secteurs, mais par comté. Broward, je te donne un exemple, très sévère, on a une propriété là. Ça a été difficile, on a passé des mois et des mois, je ne te conterai pas l'histoire qu'on a vécue à cette maison-là. Quand tu achètes ici en Floride, c'est pas comme au Québec, c'est as-is. Donc, tu achètes une propriété, tu es responsable. Fait que là, tu fais venir un inspecteur. L'inspecteur vient inspecter, voir si elle est en norme pour louer dans le court terme. Oups, les permis n'ont pas été faits, les cuisines n'ont pas été faites. Fait que là, lui, il veut juste que tu arraches toutes les mains pour voir le fil en arrière. Écoute, j'ai été chanceux. On a rencontré une personne, j'en remercie encore le ciel aujourd'hui. Elle nous a sauvé la peau des fesses, c'est devenu une amie. Mais c'est très sévère. Donc, vu que c'est sévère, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu as 100 maisons, une à côté de l'autre, on va dire Orlando, les maisons sont quand même de bon prix, de qualité, tout ça, mais les prix par nuit sont un peu moins élevés. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Sur la côte est, il y en a beaucoup moins. Difficile d'avoir un permis de location court terme, qui est très faisable. C'est juste de le faire de la bonne façon. Maintenant, on le sait comment, donc on est ailleurs. Donc, il y en a moins. Les prix sont plus élevés par nuit pour une maison qui est sensiblement, que tu n'as pas payé si cher si tu as bien fait tes recherches. Alors, pour moi, la côte est, niveau profitable, par nuit, la côte est meilleure. Selon nos expériences pour l'instant. Puis, il y a plus de snowbirds, plus de Québécois. Ça vient louer, ça vient faire la fête. Tu sais, Miami. C'est vraiment un secteur, la côte est, complètement différent de la côte ouest. Complètement.
Depuis que je suis petit, j'entends parler de la Floride, moi, puis j'entends parler de Fort Lauderdale. J'ai jamais entendu Sarasota. Fait que, tu sais, dans notre tête à nous autres, on s'en va sur la côte est. Moi, j'adore le côté de la côte est. J'aime la plage, j'aime la mer, j'aime les. En plus, ben, j'ai plus vu mes amis et des gens autour de moi ici en Floride que quand j'étais au Québec. Au Québec, j'avais pas le temps. Puis ici, ben, ils viennent. La première fois qu'ils pensent, ben, on va appeler Martin. Il est ici dans le secteur. Fait que je les vois. Puis à un moment donné, tu te dis, ben là, arrêtez, j'ai une vie à vivre. Là. Je peux pas tout le temps être sur le party, assis sur le bord de la plage. Mais moi, c'est ce que je te dis. La côte est, beaucoup plus de latinos. Ça peut être une barrière aussi. Je te dirais que quelqu'un qui est en management, nous, on s'est donné comme responsabilité de respecter Broward puis Allendale jusqu'à Palm Beach, mais pas, on arrête à Palm Beach. Pourquoi? Parce que si on descend au niveau du sud, on va rencontrer des clients et des propriétaires latinos. On ne pourra pas offrir un service on point parce qu'on ne parle pas l'espagnol couramment. Alors, on a décidé de ne pas aller là. Mais, oui, parce que il y a quand même une grosse population qui vient à Miami, qui parle espagnol. Puis, petit truc pour les personnes, vous ne parlez pas espagnol, prenez le mot en français, prenez le mot en anglais. Là, ensemble, ça fait de l'espagnol. Petit truc rapide comme ça. Mais c'est sûr que oui, il y a beaucoup de. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi les chiffres, mais quand j'en avais parlé avec mon courtier immobilier, les gens qui viennent, les immigrants qui viennent s'installer à Miami, c'est fou les chiffres. Le nombre de personnes qui vont immigrer en Floride versus la Californie, Texas, etc. On a des chiffres là, que. Puis je pense qu'elle n'est pas encore dérougie non plus. Là. Souvent, il va y avoir les autres States qui sont en train de descendre un peu. On voit les prix un peu avant la COVID. La Floride n'a jamais tout touché, on aurait dit. Puis je te dirais qu'avec ce que DeSantis est en train de faire ici en Floride, il est en train de vouloir garder un peu un état de liberté comparativement à certains autres États, comme il y a un switch qui veut se faire au niveau de l'argent numérique ici aux États-Unis, comme au Canada. DeSantis a passé la semaine passée une loi qui dit qu'ici en Floride, on ne va pas se servir de ça. On n'a pas à savoir toutes les traces de l'argent de nos clients, de nos citoyens, de tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore? Les gens vont dire, OK, bon, on se sent encore emprisonné, que ce soit dans un comté X, Y, Z, mais on va s'en aller en Floride. Encore là, les Canadiens qui vont sentir qu'ils sont compressés dans un coin pour X raisons, vont vouloir s'en venir ici. Pendant le COVID, il y avait 58 000 personnes par mois qui déménageaient en Floride. C'est énorme. Puis, on parle que déménager, on ne parle pas des Canadiens. Je te dirais que 90%, c'était New York, c'était Californie qui était toutes fermées. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils sont venus ici. Puis quand ces gens-là ont vendu leur propriété, 5, 6, 7 millions, 8 millions, ils achetaient quelque chose il y a 1 million qui était 10 fois plus grand. C'était rien. Fait qu'ils ont tout déménagé ici. Les taxes sont moins hautes. Il fait beau, il fait chaud. Fait que c'est sûr que tout le monde s'en bon, je pense que tu m'as eu à il fait chaud. Mais c'est sûr que j'aime la neige, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qu'on voit aussi, les propriétés en Floride, c'est des grosses propriétés. Pour les gens, les Canadiens, il n'y a pas de sous-sol en Floride pour la plupart des propriétés aussi. Fait que ça, c'est une belle chose. Beaucoup de piscines. Ouais. Ça, c'est très bien. Si vous aviez peut-être 3 conseils là, pour finir, là, pour les gens qui veulent peut-être soit déménager, soit investir en Floride, ce serait lesquels? Ben, c'est sûr que l'étape numéro 1, c'est vraiment déménager, s'installer en Floride et investir. On parle de 2 processus complètement différents. Ouais. S'installer en Floride, booker un rendez-vous avec un avocat, comme c'est l'étape numéro 1. Il y a tellement de lois, oui, c'est ça. Il y a tellement de parcours possibles, comme il y a des parcours non possibles, puis une mini-erreur dans le processus peut venir mettre en jeu l'immigration, le visa. Donc, première étape, pour quelqu'un qui veut s'installer ici avant de faire quoi que ce soit, booker un bon avocat, puis vraiment faire un plan de match, une stratégie avec l'avocat, avant de faire quoi que ce soit d'autre pour cette personne-là. Puis pour investir en Floride, l'étape numéro 1, c'est vraiment d'avoir un courtier hypothécaire, d'avoir une pré-approbation, parce que de magasiner
On ne sait pas trop, là, souvent, quand on vient investir, c'est pas notre demeure principale. Donc, on ne sait pas combien qu'on va passer, puis ça donne rien de magasiner, de se mettre dans le jeu, puis de faire des offres d'achat si on ne sait même pas. C'est un peu comme au Québec, on a besoin d'une préapprobation. Par la suite, avoir un bon agent qui va pouvoir vraiment nous donner le maximum de conseils, puis vraiment comme guider notre achat selon qu'est-ce qu'on veut faire avec l'investissement. Est-ce qu'on veut avoir de la location long terme, de la location court terme, de la location 30 jours, de la location juste pour les snowbirds? Tu sais, c'est tellement différent. Puis tous les secteurs ont des réglementations différentes, tous les counties. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir le bon knowledge, la bonne information, de faire justement affaire avec quelqu'un qui va regarder tous les permis antécédents avant d'acheter, avant d'avoir la propriété, avant d'avoir les clés. Donc, du moment qu'on fait une offre d'achat, on veut passer vraiment en revue là, toutes ces informations-là pour éviter beaucoup de problématiques par la suite parce que, comme Martin expliquait, c'est du tel quel. Donc, si le propriétaire d'avant a fait des gaffes, a fait des choses en dessous de la table, a fait des choses illégales, ben c'est rendu ton problème. Donc, on essaye de vraiment là, minimiser nos risques par rapport à ça. Puis justement, d'avoir une bonne compagnie de gestion avec qui on va avoir un lien de confiance, puis qui vont vraiment maximiser le revenu possible, maximiser la préparation de la maison, parce que c'est pas juste d'acheter une maison puis de faire de la location. Il y a une préparation après l'achat pour justement là, maximiser les revenus. Ça peut vraiment jouer là, de plusieurs milliers de dollars selon la compagnie de management, selon la préparation, selon la propriété. Donc, il y a tellement de choses à prendre en considération. Donc, c'est sûr que d'avoir une bonne compagnie de management, là, ça va venir maximiser l'argent qu'on va avoir dans nos poches à la fin du mois. Oui, parce que je te donne un exemple, Mathieu. Il y a une personne qui est venue, qui a approché notre achat dernièrement, approché une propriété sans Floride. Fait tout bien excité, on va acheter, on va acheter, on va acheter. Pas de problème. Fait vérification, il n'y a pas de permis de lever, il n'y a pas de problème. Mais on a dit non, non, non. Fais des recherches comme du monde, on va te fournir une personne dans notre équipe qui va faire des recherches approfondies. Si elle a racheté cette maison-là, la mettre en ordre, parce que tout a été fait, même la piscine a été faite, pas de permis. OK? Ça lui aurait coûté au-dessus de 250 000 si on ne serait pas, on n'aurait pas intervenu dans le processus, dans la transaction. S'il n'y a pas de permis d'ouvert, l'agent ou peu importe, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il n'y a pas de permis d'ouvert. Donc, tout est fermé, c'est en règle. Grosse erreur. Grosse erreur. S'il y a des choses qui ont été faites pas de permis, les permis n'ont pas été levés. Tu ne peux pas avoir de preuve de ça. Donc, des cauchemars. Nous, là, la raison qu'on a parti de notre compagnie de management, puis par la suite, je me suis dit, OK, c'est bien beau management, mais qu'est-ce qui vient avec? C'est un gros investissement. En plus de sortir 300 000, 200 000, 800 000, whatever. Tu as 40 qui te rentrent dans les dents à cause de US-Canada. Tu t'en viens, tu fais ton investissement, puis en plus, tu as un cauchemar qui vient avec. Des fois, là, juste d'avoir les bonnes personnes, de dépenser peut-être 500 $, 1000 $ ou 1500 $ pour te sauver les mal de tête qui vont venir avec. Même nous, ça a pris 5 mois, puis j'ai été vivre dedans. Mais la chance qu'on avait, on avait les fonds, on était capable de payer notre maison, on était capable de faire ça. Mais si tu achètes la propriété, puis tu as 5 000 $ de jeu, tu fais quoi? Tu ne peux pas payer ta maison. Oui, non, c'est sûr, faut faire attention, puis faut toujours se garder quand même un petit coussin quand on achète une propriété. Puis il faut avoir une équipe de gestion très, très bonne, qui connaît très bien les enjeux aussi de la municipalité, aussi du county. C'est pour ça qu'il faut tout le temps parler avec un peu, créer un Dream Team, puis créer un Dream Team qui comprend bien les besoins de chacune des personnes. C'est du cas par cas aussi pour les courtiers hypothécaires. C'est très bon. Les courtiers hypothécaires vont être vraiment plus rapides que les banques en général, de la manière que les gens m'en parlent. Aussi, quand je parle avec les courtiers immobiliers et les courtiers hypothécaires, on parle d'environ un délai de 3 semaines à voire un mois pour faire l'achat, tandis que les banques, ben, ça peut aller de 2 mois, voire 3 mois. C'est très différent de chacune des banques. Ça vaut la peine, des fois, les courtiers hypothécaires, de payer un petit extra, mais au moins, la plupart du temps, ils vont aller chercher le meilleur taux. C'est pour ça qu'on les paye aussi en même temps. Là. Puis, non, c'est des très, très bons conseils que vous nous avez donnés. Où qu'on peut vous rejoindre, si on a des questions, si les gens aimeraient vous contacter?
Ben, directement à notre email que myhousemanagement@gmail.com. MyHouse, ça s'écrit MYHOUZZZ. Management, donc MANAGEMENT, @gmail.com. On a aussi un site web qui est myhousemanagement.com que les gens peuvent nous rejoindre. C'est vraiment House, HOUZZZ. Ouais. Ça, il faut faire attention. Je vais le mettre dans la description par la suite pour les personnes. Sinon, il y a Facebook, vous avez sûrement Instagram, Ouais. etc. Oui, on a tout ça. Oui, absolument. On peut venir joindre sur les plateformes, réseaux sociaux ou notre site web, whatever. Mais oui. On est toujours, puis on répond assez vite. On est proactif. Là.